1233, זה ראיון מוקלט בחולון עם החבר אנדרי ואשתו ב-29 באוגוסט 1971. Nous allons faire l'interview en français puisque c'est plus facile et nous allons commencer avec des détails biographiques. Monsieur André, s'il vous plaît. C'est ça, oui. Donc je suis né à Lodz le 2 juillet 1915. Et je proviens d'une famille religieuse. J'ai appris un certain temps dans un cheder. Mes parents étaient très pieux, mon père était très religieux. Il croyait que toute sa vie, c'est la religion et que tout ce qui est écrit dans le Saint Livre, enfin, qu'il faut suivre. Et dans cet esprit-là, moi aussi j'étais élevé. Après un certain temps, est-ce que vous avez appartenu à un mouvement de jeunesse? Oui, après, quand j'ai un peu grandi, je suis allé dans une école juive. Une tendance socialiste qui était cette école-là. Et alors là, quand j'avais environ 10 ans, je suis rentré dans un mouvement de la jeunesse socialiste juive. Ça s'appelait? Ça s'appelait le SKIF. SKIF, c'est-à-dire Sozialistische Kinderverband. C'est ça. Alors en 1932, je suis arrivé en Belgique. Avec votre famille? Avec toute ma famille. Oui. C'est-à-dire, avec toute ma famille, je suis arrivé en Belgique. Tu peux dire le nombre de membres de ta famille? Nous étions 5 enfants. Et mes parents, donc, nous étions 7 personnes. Et alors, là-bas, je cherchais quelque chose toujours de plus révolutionnaire. Vous vous êtes installé à Bruxelles? Nous nous sommes installés à Bruxelles, pas à Anvers. Et là, j'ai continué mes études. Et j'ai fait partie aussi d'un mouvement de jeunesse jusqu'à l'occupation. Alors pendant l'occupation... Un instant, avant l'occupation, vous avez déjà travaillé? C'est-à-dire, avant l'occupation, j'ai milité. J'étais dans une organisation révolutionnaire. Je faisais des études. Et après, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire révolutionnaire? Vous avez fait la guerre en Espagne? Non. Moi, je n'ai pas fait la guerre en Espagne, mais j'ai fait mes études en Belgique de musique jusqu'à peu près la guerre, parce que j'ai commencé assez tard les études de musique en Belgique, jusqu'à l'occupation. Mais pendant ces études et pendant que je travaillais aussi, j'ai fait partie d'une jeunesse révolutionnaire en Belgique qui était reliée à la solidarité juive. La solidarité juive, c'était un mouvement d'œuvre sociale qui aidait toujours aux nécessités, jusqu'à l'occupation. Que pouvez-vous me raconter du début d'un groupe de partisans juifs armés en Belgique? Voilà, le premier groupe, c'est-à-dire pas un grand nombre de juifs, ça commença à se former en 1941. En 1941, c'était le premier groupe qui se sont formés. Vous vous rappelez quel mois c'était? Je ne me rappelle pas exactement quel mois. Je me rappelle, je peux citer leur nom puisqu'ils ne vivent plus déjà, ce camarade-là, qui s'est composé de Maurice Bressler, de Moschke Rosenzweig et de
Weichmann et de Potachnik. C'était un groupe à 4. Est-ce que vous vous rappelez si c'était avant la formation de Judenrat ou après? C'était avant. Avant. Beaucoup avant. Et alors, eux, c'était les premiers groupes qui se sont formés. Et on commençait à attendre des actions qui étaient exécutées sur des traîtres. Déjà en 41. Je dois d'abord t'interrompre, tu as oublié quelque chose. Ils ont commencé à sortir des lois que le juif devait se présenter. C'était déjà à ce moment-là. Non. On commençait à fermer les magasins juifs, non, pas encore. C'était pas encore ça, en 41, c'était pas encore ça, mais c'était des juifs qui commençaient à travailler des Westler pour les Allemands. Pour les Allemands, et alors, puisque ça a été vraiment, c'était pas joli de leur part, parce qu'à ce moment-là, les déportations commençaient déjà par en Belgique. Oui, mais pour que le juif se présente. Je pense que ça c'était déjà à ce moment-là. Non, pas encore. Non, pas encore en 41. Je ne sais pas. Les tout petits, par exemple, qui ne faisaient pas beaucoup, qui travaillaient vraiment pour vivre, hein, alors on leur disait qu'il ne faut pas faire ça. Mais il y en avait vraiment des grands qui voulaient s'enrichir. Alors c'est là, eh bien, on les exécutait. On les exécutait. Tout de suite exécutés? On les exécutait, oui. Sans préavis, sans le... Si, il y avait des préavis. Il y avait beaucoup de fois de préavis. Et ils ne voulaient pas écouter, et ils continuaient, c'est-à-dire ils continuaient à une scale très large. Ils donnaient aux autres à travailler et ils ramassaient tous les bénéfices des grands entrepreneurs. Alors, il y a eu des cas à Bruxelles. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais je ne vais pas citer non plus le nom de celui-là qui a été exécuté, parce que si je le cite, c'est à peu près qui ont pris part là-dedans. Mais c'était à la rue Joseph Glass, en après-midi. Est-ce que vous pouviez dire combien il y a eu d'attentats de ce genre? Et moi, je sais seulement d'un seul attentat qui était justement à ce moment-là, quand les premiers groupes se sont formés. Alors, c'était à la rue Joseph Glass, et si vous n'êtes pas au courant, je peux parler de ça. Alors, il y a un il était justement dehors, le bonhomme, jouait avec sa montre en or et toutes ces histoires, il aimait comme ça. Non, c'était un détail parce qu'il, comme ça, il s'en foutait ce qu'on fait avec les autres. Vous étiez présent? Je n'étais pas présent, mais je sais d'après ce qu'on m'a dit. Alors il y a un qui a approché, soi-disant lui montrait des tissus pour l'intéresser. Alors au moment où il voulait regarder le tissu, il a tiré sur lui. Et il est parti. Ça, c'était la première action contre tous ces... Contre un, mais c'est-à-dire en même temps, en même temps qui prévenait aux autres qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas continuer à travailler, parce que sinon ça finira de la même façon. Vous pensez que ça a eu une influence? Ça a une influence parce que tout d'abord, il y en a qui ont pris du travail chez le même bonhomme, et chez des grands entrepreneurs, on cessé pour un certain temps. Ils ont pris peur. Ils ont cessé pour un certain temps. D'ailleurs, ils cherchaient autre chose. D'ailleurs, tu as oublié de dire que les partisans sont allés les prévenir et leur dire qu'ils ne doivent pas faire ça. Pour ça a été avant encore. Ça a été avant qu'on leur disait. Est-ce que vous pouvez me dire comment le groupe, ça c'est le groupe qui était attaché au nom d'Albin, n'est-ce pas? Oui. Je crois, oui. Je crois. Je ne suis pas sûr. Je crois que oui. Je crois que lui connaît cette action. Oui. Et à quel moment ou quelle raison est-ce que vous avez eu vous-même de joindre le groupe de partisans? Je ne voulais pas rester tout d'abord. Pourquoi? Pas
pas parce que j'étais convaincu politiquement de certaines choses, non. La politique en ce moment-là ne jouait, pour moi en tout cas, ne jouait aucun rôle. Mais une protestation, j'ai vu ce qu'il faisait avec... on entendait déjà des choses, on savait déjà à peu près, puisqu'on entendait par Radio Londres, on savait qu'il y a ce qu'ils font avec les Juifs à Auschwitz. Et peut-être en ce moment-là, lorsque moi j'ai déjà rejoint les partisans, c'était en 1942, alors la déportation commençait... Vers quel mois de 1942? Commencement 1942. Alors la déportation commençait déjà, et alors on fallait déjà porter la toile. Et je voyais déjà des perquisitions où on maltraitait les Juifs, où, sans cœur, sans rien. Ils prenaient des enfants, des vieilles femmes, ils les foutaient dans des camions. Alors tout ça, ça me bouleversait. Je voyais ce qu'on faisait, je dis que ça sera... j'aurai ça sur ma conscience si je ne ferai rien contre ça. Et c'est ça qui m'a poussé de rentrer dans les partisans, mais pas une conviction politique. C'est surtout ça. Surtout ça, ce que je voyais, ce qu'on fait avec les Juifs, et autant que Juif, je voulais défendre ça, et en même temps, je ne voulais pas rester inactif. Et c'est surtout ça qui... Et par qui est-ce que vous avez connu le groupe? Il y avait votre frère qui était un des premiers. Mon frère a été rentré encore avant dans le partisan, que je ne savais pas non plus, qu'il fait partie de ça. Mais une fois on a parlé, alors il a dit comme peut-être... il voulait peut-être pas le dire parce qu'il voulait pas que je le sache. Alors il a dit ce que moi je perds au bout d'une minute, ce que moi je perds de ma vie au bout d'une minute, toi tu ne sais pas te rendre compte. Alors j'ai commencé à réfléchir et un jour, je ne sais pas, j'ai approché. Il était chez moi, on était déjà illégal en ce moment, on habitait tous les deux. Alors j'ai approché de son veston, j'ai vu quelque chose de dur comme ça. J'ai regardé, j'ai vu un revolver. Il a commencé à le questionner. Alors j'ai commencé à le questionner et il ne voulait pas avouer, il ne voulait pas dire qu'il fait partie, mais à la fin j'ai quand même su. Ce n'est pas par mon frère que j'ai eu le contact. Je ne me rappelle pas exactement comment j'ai eu le contact, je ne sais pas comment ça a été. Mais je me suis adressé à quelqu'un, je ne me rappelle pas à qui. Ça je ne me rappelle pas. Pas de toute façon, je ne crois pas que ça soit Albin. C'est un autre, je me suis adressé à lui et je dis que je vais lutter contre les Allemands. Est-ce qu'il y avait certains critères d'après lesquels on acceptait des gens dans le groupe de partisans? Évidemment. Tout d'abord, il fallait des gens de confiance. Moi, on me connaissait en Belgique parce que je travaillais... c'est-à-dire, je travaillais pour toutes les organisations juives. Moi, je dis, je suis musicien. La politique, c'était peut-être un deuxième degré, si on veut dire. Moi, si la Poélision venait me dire que je dois jouer pour eux, je suis allé. Les autres m'ont critiqué après. Ben, j'ai dit, écoutez, moi, j'aime la musique. On m'a dit de venir. Alors, tout le monde me connaissait de ce côté-là, comme musicien, comme un homme honnête. Et alors, quand j'ai demandé de rentrer dans le mouvement, on m'a dit d'écrire ma biographie. Malgré qu'il me connaissait très bien, j'ai écrit ma biographie, ce que je viens de dire, où je suis né, de quelle famille, etc. Et alors, après... Des références aussi, enfin. On te connaissait quand même de différents mouvements où tu jouais. D'accord, oui, d'accord. La chorale, il venait des concerts. C'est ça, oui, on me connaissait, oui. Alors, après... Je me rappelle qu'on m'avait fixé rendez-vous dans un parc. On a apporté une arme et qu'ils ont fait cette arme dans mes yeux. Je devais apprendre très vite parce que ça a duré toute l'histoire, a duré peut-être 20 minutes. Et ils m'ont donné l'arme et puis après je suis arrivé à la maison. J'ai commencé à chipoter, à chercher comment de faire cette arme, comment de monter, comment mettre les balles dans le chargeur, faire toutes sortes d'exercices. Seul puisqu'on n'avait pas où s'exercer.
Et comme ça a commencé. Est-ce qu'il y avait une période d'essai ou bien on acceptait tout de Non, suite? il n'y avait pas de période d'essai. C'est-à-dire, période d'essai, si le bonhomme est apte, oui. Ah, le bonhomme, Parce que j'étais allé avec mon responsable d'abord à une action où je devais montrer mon sang-froid. Et alors c'était à 5 heures du matin que nous devons aller quelque part à Bruxelles, faire une action, moi et mon responsable. On doit avec 6, je crois. Oui. Alors là, c'était convenu que si ce traître sort de la maison, qu'il y a quelqu'un qui va être posté dans le coin de la rue et avec une lampe rouge, il va donner un signal qu'il se dirige de ce côté-là. Alors nous, on est allé à sa rencontre. Mon responsable a tiré d'abord parce que moi, de toute façon, j'étais toujours délicat, j'aimais la musique. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut comme ça. Comment est-ce qu'on peut comme ça. Je ne connaissais pas cet homme, je ne savais pas s'il est coupable, s'il n'est pas coupable. J'ai reçu l'ordre qu'il fallait le tuer. Ça, c'était un moment de surmonter ça, c'était vraiment très difficile. Alors il a remarqué ça, lui il a tiré, il a commencé à crier sur moi, tire. Alors j'ai tiré mon revolver et à moitié, comment dit-on, je ne savais pas ce que je fais. Et alors j'ai tiré, j'ai même tiré 3 fois sur les choses. Alors il s'est écroulé et on est parti, alors l'autre me freinait tout le temps parce que j'étais très surexcité, je voulais courir, il me freinait, cours pas, va doucement, ne n'attire pas l'attention. Et ça, c'était mon première action. Puis après, ça allait déjà très calmement, toutes ces histoires-là. Est-ce qu'il y avait un serment que vous deviez donner quand vous avez joint le groupe? Et je sais qu'il y avait un serment, mais moi, je ne suis pas passé par le serment. Vous n'avez pas fait de serment? Puisque je vous dis que je suis rentré au partisan, pas par conviction politique, mais je suis rentré dans le partisan tout d'abord parce que j'étais juif et parce qu'il fallait lutter, parce que comme juif, il fallait lutter contre les injustices, contre tout ce que les Allemands ont fait. Mais alors, est-ce que je comprends bien? Vous avez choisi ce groupe-là, c'était un groupe de juifs. Oui. C'était des partisans juifs. Alors si eux avaient un serment, c'était pas un serment juif comme groupe juif? Je ne sais pas, puisque je ne sais pas quel serment était fait. Je ne sais pas. Je sais que mon frère, par exemple, que lui, après, quand il savait déjà que je fais partie du mouvement, il m'a dit que lui, il a prêté serment. Moi, je n'ai pas prêté serment. Et vous ne savez pas si le serment était en yiddish ou en français? Je suis convaincu qu'il est en yiddish. Vous êtes convaincu que c'était en yiddish? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y avait attaché à ça quelque chose au sujet du peuple juif? Sûrement. Vous êtes sûr? Sûrement. Parce que Jacob ne sera... Il Sûrement, le dit, sûrement. mais il ne l'a pas en écrit. Alors c'est pour ça que je voulais demander. Sûrement, parce qu'il y avait beaucoup qu'il qui s'agissait ne de parlaient libérer, très mal il le s'agissait, français d'abord. als jüdische Volk nimmt das Gewehr in der Hand daran zu befreien, das jüdische Volk. Ça, sûrement, il y avait ces phrases-là, parce que j'ai parlé avec mon frère qui a prêté serment, et je dis que moi je n'ai pas prêté serment, et je voudrais quand même, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit? Ça m'intéressait. Je ne me rappelle pas exactement, mais il m'a dit que c'était, parce qu'il me parlait en yiddish, il m'a dit que c'était en yiddish. Dites-le encore une fois lentement. Je crois qu'il m'avait dit que das jüdische Volk nimmt das Gewehr in der Hand daran, gedeiht zu verteidigen, das jüdische Volk. Ça. Et er wird nicht verraten, er wird also lange nicht wegwerfen das Gewehr, bis der Säune wird raus vom Land. Ça, c'était sûrement ce serment-là qu'ils ont fait, les premiers partisans ont fait, sûrement fait ce serment-là, et le serment, 100%, avec certitude, il était fait, puisque c'était un groupe juif. C'était le groupe de partisans juifs, le groupe mobile.
On l'appelait le groupe mobile. Le corps mobile. Le corps mobile, oui. Pourquoi mobile? Parce que On se déplaçait. je n'étais pas encore en ce moment dans ces groupes-là, mais je sais que ces groupes étaient, on l'appelait corps mobile parce qu'ils prenaient part dans presque toutes les actions. Parce qu'on voulait montrer justement que les Juifs savent se battre s'ils ont le moyen de recevoir les armes dans la main. C'est-à-dire, ces groupes-là étaient presque mobilisés toujours. Moi, je n'avais pas fait encore partie de ces groupes-là, j'avais fait partie d'un groupe avec des Belges. Mais après l'exécution de mon frère, j'ai fait la demande de rentrer dans les groupes. Après la mort de mon frère, quand j'ai appris l'exécution, je voulais faire le travail le plus dangereux. Et je suis rentré dans les groupes mobiles. Ce que j'essaie de clarifier pour moi-même, pour le côté historique, c'est si les partisans armés donc appartenaient au FI, qui était le groupe communiste belge général, si eux reconnaissaient votre groupe comme groupe juif. Le FI? Oui. Les partisans, disons les partisans armés, n'est-ce pas? Ce groupe juif était des partisans armés, c'était un corps mobile dans les partisans armés. Oui, ils reconnaissaient qu'il y a un groupe juif. Ils reconnaissaient qu'il y a un groupe juif. Seulement, je dois un peu m'éloigner maintenant. Il y a un livre qui a été écrit par Baligan et il ne fait pas mention de ce groupe juif. Justement, c'est pour ça que je Il sais dit le clarifier groupe mobile, cela. Oui. mais il dit des actions que j'ai fait partie dans ces actions. Il ne parle pas et c'est dégoûtant. Comment est-ce qu'un qui a un peu, comment est-ce qu'il doit avoir des scrupules, comment est-ce qu'il pouvait écrire tout au compte de Belge? Ce n'est pas juste, puisqu'il y a beaucoup d'actions où il écrit que j'ai fait partie dans ces actions-là. Des autres juifs aussi. Des autres juifs aussi. Et tout ça va sur le compte de Belge. Le groupe juif a fait des actions très brillantes, des actions magnifiques. Que les Belges, je ne sais pas s'ils auraient risqué de faire ce que nous avons fait. Ils ont reconnu ça d'ailleurs eux-mêmes, mais pas, en ne le mentionnant pas dans le livre. Justement, c'est ce que j'essaie de clarifier, à quel degré les PA ont reconnu ce groupe comme groupe partisans juifs armés. Parce qu'il y en a qui ont apparemment intérêt à le nier. Je ne sais pas quel intérêt ils ont, mais c'est pour ça que je veux avoir autant de témoignages que possible. Oui. Je peux simplement dire que le cimetière en Belgique, le tir national, il y a pas mal là-bas de juifs partisans qui sont enterrés, qui ont lutté pour leur honneur et surtout pour leur honneur, parce qu'ils étaient surtout persécutés comme juifs et ils ont lutté surtout pour démontrer qu'on ne peut pas se laisser abattre comme des chiens, qu'il faut lutter, qu'il faut se défendre. Et puisqu'ils étaient en Belgique, alors c'était qu'on luttait pour l'indépendance belge. On luttait pour l'indépendance belge comme juifs, de toute façon, puisqu'on n'était pas des Belges. Et il y a des juifs qui sont enterrés sur leur nom, mais pas sur leur nationalité. Non, je vais dire ici que je ne suis pas un être croyant, mais quand même, il y a des juifs qui sont enterrés au tir national, il y a une croix à leur tombe. Il y a pas mal. Pas tous. Pas tous, mais il y en a. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça après la guerre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas
Est-ce qu'il n'y a pas des vivants qui sont restés? Par exemple, après la guerre, qui aurait pu s'occuper de ça? Si le hasard a amené qu'il y a des gens qui devaient quitter, par exemple, après un certain temps la Belgique, puis après des autres qui sont morts, qui pouvait s'occuper de ça? Non, il y a des familles qui... La religion juive n'était pas reconnue en général. C'est les Belges qui ont fait le travail, qui les ont enterrés. Et c'est eux qui ont mis la croix dessus. D'ailleurs, les partisans ne voulaient pas que les Allemands sachent qu'ils étaient des partisans juifs, n'est-ce pas? Vis-à-vis des Allemands, non, parce que s'il y a un juif, par exemple, qui se fait attraper comme partisan, il voulait mieux qu'il soit jugé comme juif au lieu d'être jugé comme partisan. Parce que comme juif, il croyait qu'il pourrait peut-être échapper, qu'on enverra en Malines et il restera en vie. Alors il préférait ça. Mais ça n'a pas réussi. Il y en a beaucoup de partisans qui se sont défendus, qui ont dit qu'ils ont fait ça, qu'ils ne sont pas partisans, qu'ils ont fait ça pour survivre et qu'ils sont juifs. Mais les Allemands savaient très bien quand on voyait des intellectuels comme ça, avec des armes, les cas avec des armes et tout ça, ils ne croyaient pas tout ça, tout ce qu'ils nous ont raconté. Alors ils les ont fusillés, c'est les Belges qui les ont enterrés. Alors, le Belge, c'est eux qui s'occupent d'ailleurs du cimetière. Et le cimetière est gardé. Par exemple, moi j'ai une sœur ici, on n'est pas assez riche, il faut être très riche pour faire venir les cendres de tous ceux qui nous sont chers, de venir par exemple ici, de faire venir ici. Est-ce que moi je peux rêver un jour de le faire? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et alors, évidemment on l'aurait voulu. Peut-être on pourrait le réaliser un jour, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est sûrement pas pour la religion catholique que mon frère a combattu. Il n'était pas croyant. Puisqu'il n'était pas croyant. Il a combattu parce qu'il était juif, comme tous les autres. Peut-être il était plus convaincu idéalement. Peut-être. Bon, est-ce que vous pourriez peut-être me décrire un peu la structure du groupe de partisans? Comment, Oui, mais c'est-à-dire lequel? Le groupe mobile ou le partisan en général? En général. Auquel vous avez appartenu? Moi, tout d'abord, j'ai appartenu, comme je vous ai dit, à un groupement où j'étais le responsable des Belges. J'étais le seul juif et ils ne le savaient pas. J'étais chef de compagnie, j'avais 24 hommes sur mon commandement. C'était des Belges. Mais après, je suis rentré dans le corps mobile et je vous ai cité la raison pourquoi. Oui. Est-ce qu'il y a encore des juifs comme vous qui appartenaient à un groupe non juif de partisans armés? Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Il y en avait encore des juifs qui appartenaient à des groupements, qui étaient avec des Belges. Qui étaient aussi des PA. Des PA, oui. C'était dans différents groupes de PA, il y avait des juifs et il y avait des juifs dans le groupe spécialement juif. C'est ça. Et il y avait le corps mobile qui n'entraînait pas tout le monde aussi. Parce que peut-être que tout le monde ne voulait peut-être pas aller. C'était un groupe qui était tout le temps mobilisé, il était tout le temps sous les armes. Et il y avait des autres. Tandis que dans les autres. Dans les autres, alors, quand il recevait un ordre d'exécuter, alors ça pouvait être, ce que moi je sais, chaque semaine, tous les 2 semaines. Il le faisait. Le groupement mobile, il avait du travail presque tous les jours. On faisait sauter les trains, il y a beaucoup de choses que... Presque tous les jours. On avait des rendez-vous 2 fois, 3 fois par jour, parfois. On était très actifs, ces groupements étaient très actifs. Ils travaillaient dans toute la Belgique. Moi, je me rappelle des actions que j'étais envoyé même à Verviers, à Liège. Qu'est-ce que moi j'avais à faire avec Liège et Verviers? Je travaillais pour le réseau de Bruxelles. Et malgré tout, on m'avait envoyé une fois là-bas faire une action aussi. Moi, c'est justement le groupement mobile qui faisait beaucoup des actions. Dans le corps mobile. Dans le corps mobile. Et comment là?
Bon, La alors, structure, parlons alors. de la structure du corps mobile, alors, puisque c'est ça le groupe. C'est ça, Alors, ce groupe-là était un groupe composé uniquement de de juifs, juifs, uniquement de juifs. mais il dépendait comme commandement des PA non juifs. Nous avons des commandants qui étaient juifs, mais les commandants étaient en contact avec le commandement non juif. Était Non juif, le supérieur. en contact. Nos supérieurs étaient des juifs. Oui. Albin était mon supérieur. Mikado, c'était tous des juifs. Qui étaient Si vous mes pouvez supérieurs. donner des noms, j'aimerais bien, parce que j'ai une liste de noms. Je ne me rappelle pas le nom de Mikado. Je sais seulement qu'il a travaillé après la guerre pour l'ABG. C'est-à-dire, politiquement, il avait changé d'opinion. D'abord, c'était un qui faisait partie du Parti communiste. Il était dessus de la politique du Parti communiste. Il est rentré, je crois que c'était un mouvement sioniste. Mikado. Son nom, je ne me rappelle pas. Non, non, ça ne. Ça, Le nom je de veux bien famille. le nom de guerre. Non, ça Ah, ne veut rien, ça Mikado, peut on être- l'appelait Mikado. Non, je dis qui encore vous vous rappelez par nom. Ça peut être le nom de guerre, ce n'est pas Ah. important. Oui. Moi, je connaissais seulement comme juif Albin et Mikado, qui étaient des responsables, et Alex, donc c'est Lipschitz qui était mon responsable. C'était ces trois-là. Et donc, c'était des commandants, et ils étaient en contact avec des commandants belges. Est-ce qu'ils faisaient seulement des actions que les commandants belges leur disaient de faire, ou bien est-ce qu'ils avaient aussi une certaine autonomie des choses qu'ils faisaient d'eux-mêmes? Je crois qu'ils avaient une certaine autonomie aussi, mais je crois que malgré leur autonomie, ça devait être discuté avec les autres aussi. Mais ils avaient leur autonomie. Parce que s'il fallait, je crois même qu'il y avait un moment, je ne suis pas certain, qu'on était même indépendants, parce qu'on avait un besoin de l'argent, parce qu'on devait avoir de l'argent, et lorsqu'on faisait des actions pour obtenir de l'argent, et pour obtenir des timbres de ravitaillement, je sais que des copains, chacun a reçu 2500 feuilles, que c'était énorme, parce que dans chaque feuille, il y avait peut-être combien de timbres? 50 timbres. Vous vous rendez compte, 2500 feuilles. C'est-à-dire, ils devaient le remettre après, mais pour le Qui cacher. était caché. Alors, je me rappelle, nous avons fait une action, rien que de juifs. Et Baligan ne le décrit pas justement. Une action à Molenbeek, c'était rien que des juifs qui ont fait cette action-là, où nous avons pris des armes et des timbres. Et chacun a reçu pour cacher ça. Et ça, c'était pour aider les juifs qui Tout le étaient monde, cachés. à tous les juifs. À tous les juifs qui étaient cachés. Surtout C'est aux aussi juifs. une des questions Oui, qu'on oui, demande. à tous les peut-être. juifs. Ces timbres, il y avait beaucoup de juifs qui étaient cachés et il y en avait d'intendants qui avaient contact avec des familles qui leur portaient des timbres de ravitaillement. Les timbres que nous avons pris, ce n'était pas seulement pour nous, mais c'était aussi pour ceux qui se cachaient. L'argent que nous avons pris, ce n'était pas seulement pour nous, mais c'était aussi pour donner aux nécessités qui étaient cachées. À des gens qu'on savait qu'ils étaient Des cachés. évadés aussi, des prisonniers de guerre évadés. Des évadés. On aidait à tout le monde. Maintenant, le corps mobile, comment est-ce que c'était structuré? Alors, le corps mobile, puisque on avait toujours peur de la faiblesse, en général l'être humain est toujours faible sous la torture, alors la structure était 2 hommes et un responsable, c'est-à-dire les 2 hommes connaissaient seulement un homme. Pourquoi? Parce Mais les 2 hommes se connaissaient. les 2 hommes se connaissaient et ils connaissaient le responsable. Pourquoi? Parce que s'il y aurait eu une arrestation, il aurait pu seulement donner jusqu'à une certaine chose et ça aurait été coupé. Par exemple, si un homme à moi aurait été arrêté, parce que moi j'étais d'abord chef de détachement, j'avais 2 hommes, puis après j'avais 24 hommes. Quand je travaillais avec les Belges, j'avais 2 hommes, puis après j'avais 24 hommes dans le groupe mobile. Il y avait compagnie et détachement. Oui, alors moi j'étais chef de détachement.
Lorsque j'ai C'est fait combien d'hommes? 3 hommes, c'est-à-dire 2 hommes et un responsable. Lorsque j'ai passé le baptême, comme on dit, que j'ai tiré là-bas, alors il m'a jugé apte et il a dit que j'aurais 2 hommes à commander et que moi je serais chef de détachement. Et c'est ça que c'est composé. Donc il y avait un homme responsable pour 2 hommes au moment où il y aurait une menace que l'arrestation ne se suivront pas très loin. Et alors, ça c'était comme ça. Et là, un chef de compagnie avait 4 détachements. Donc 12 personnes. 12 personnes. Et alors après, De la compagnie. Oui, 12 personnes. Il y avait 4 détachements. Je crois que c'était 4 détachements. Et puis après, un chef de bataillon, combien le chef de bataillon, il avait 2 ou 3 compagnies. Puis après, c'était l'état-major. Et ça chiffrait toujours de plus haut en nombre. Bon, et à part le responsable et 2 hommes, vous aviez encore des courriers, des intendants. C'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez un peu me Il y décrire avait chaque homme de compagnie avait contact avec une courrière. Chaque homme de détachement avait contact avec une courrière. Donc à chaque homme, il y avait un courrier spécial? C'est-à-dire, il y avait un courrier qui était en contact avec tous les détachements. Tous les détachements. Un courrier Mais par elle détachement. connaissait tous les chefs de détachement. Elle ne connaissait pas les hommes de détachement, mais elle connaît les chefs. Moi, j'étais courrière, alors je peux en parler. J'étais courrière de détachement d'abord, donc j'étais en contact avec tous les chefs de détachement. Après, je suis montée en grade, je suis devenue courrière du bataillon. Alors j'étais en contact avec les détachements et avec le chef du bataillon. Donc il me transportait des armes, des timbres, de l'argent, vous comprenez, des ordres. À quel moment est-ce que vous avez rejoint les... Moi j'ai rejoint les partisans après la déportation de ma mère. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu sur Un votre petit peu. biographie? Je me doutais, sur ma biographie en général. Oui. J'ai fini, enfin j'ai pas fini tout à fait mes études, puisque en 40, quand la guerre a éclaté, j'étais au lycée commercial. C'est-à-dire j'avais fini le lycée et je suis allée Vous êtes né à en l'école. Belgique? Non, je suis née en Pologne, mais j'avais 1 an quand je suis arrivée en Belgique. J'ai fait toutes mes études, j'ai fait le lycée, je voulais rentrer à l'école commerciale, et j'ai fait l'école commerciale 2-3 ans. Et la guerre a éclaté, mais mon père est mort quand nous sommes partis de la Belgique en France. Quand les Allemands sont rentrés en Belgique, nous sommes partis en France. Mon père est mort en cours de route en France, à Toulouse. Ma mère ne voulait plus aller plus loin, nous sommes revenus. J'ai rentré en Belgique et j'ai connu là mon mari. Et nous sommes mariés en 1942. Et tout de suite après, donc je me doutais, parce que mon mari ne m'a pas dit ses occupations, mais je me doutais. Et je me suis mis en contact, je crois, avec Albin. Et je suis rentrée... Et vous aviez aussi une éducation juive? Religieuse, non. Non, pas spécialement. Vous apparteniez à un groupe de jeunesse? Non. Vous êtes venu tout à fait oui. Alors, qui est-ce qui vous a fait entrer? Albin, j'ai connu Albin. Je pense que c'est par Albin que je suis rentrée. Et je voulais travailler chez les partisans, je voulais participer, donc. Après la déportation de ma mère, je voulais aussi faire quelque chose. Et je suis rentrée, donc j'étais d'abord, comme je vous ai dit, courrière du détachement. Et puis après, je suis montée en grade, je suis devenue courrière du bataillon. Et puis j'ai été déportée. Est-ce que vous savez à peu près combien de femmes il y avait qui ont servi oui, dans le corps mobile? Dans le corps mobile. Il y en avait, moi je me rappelle. Il y avait Morena, il y avait Flore, il y avait moi, Jean, il y avait Louise. Ça fait 4. Il y avait quand même Anne-Marie. Oui. Il y avait à peu près 150 hommes dans le groupe. Il était assez grand. Il y avait pas mal de femmes. Une vingtaine de femmes.
peut-être. Parce que vous savez, entre-temps, les femmes se faisaient arrêter, quelquefois des actions. Alors, il y en a d'autres qui les remplaçaient, qui rejoignaient le mouvement. Et quand moi je me suis fait arrêter, il y a aussi quelqu'un qui est venu après à ma place. Parce que moi, justement, j'ai remplacé, quand je suis montée en grade, quand je suis devenue chef de bataillon, la copine, je crois, s'est fait arrêter. Et je suis montée, on m'a donné le grade. Et j'ai travaillé jusqu'à ce que j'ai été déportée. Donc, je faisais le transport des armes, des munitions, des timbres de ravitaillement, de l'argent, des ordres qu'il fallait remettre d'un chef de détachement à l'autre chef de détachement, ou au chef de compagnie, au chef du commandant. Donc. Alors, comme votre mari a dit, vous étiez occupé tout le temps à ça. Oui, tout le temps à ça. J'aimerais entendre comment était votre mode de vie, comment vous avez réussi à trouver des logements, de la nourriture, de l'argent pendant cette période. De l'argent, ça, mon mari. Oui, le logement. Des logements. Fanny, c'est-à-dire ma femme, c'était une très belle fille quand elle était jeune. Maintenant aussi. Maintenant, c'est gentil. Ça, ce n'est pas important pour l'interview. Lorsqu'elle est rentrée dans le monde, 17 ans et demi, finalement, pas 18 ans, j'avais 18 ans. Et alors, comment trouver un logement, justement? On n'avait pas l'air de juifs, nous deux. On n'a pas l'air spécialement de juifs. Alors nous sommes allés, je dis, Fanny, tu sais quoi, on va leur dire que nous sommes un jeune couple. Oui, un pied à terre d'abord. Oui, non, un jeune couple, que toi tu es une fille riche, d'une famille riche, et moi que je suis un pauvre, que les parents entre eux ne sont pas d'accord pour qu'on se marie, mais qu'on s'aime. Parce que les belles sont très, très sensibles à ça. Oui. Alors tout de suite elle disait, la propriétaire, oh la pauvre, oh mais vous savez, on pourrait vous louer, enfin, etc. Et comme ça... Sans nous inscrire évidemment à la commune, vous savez, sentimentalement on l'a prise et elle a accepté. Et comme ça nous avons pu vivre un certain temps, pas tout le temps, parce qu'il fut un moment, nous étions, quand les actions commençaient à se multiplier de plus en plus et que je suis montée en grade, j'ai oublié de dire que nous étions obligés de nous séparer, nous ne pouvions plus loger ensemble parce qu'on avait peur que si on arrête l'un, on pourra arrêter l'autre. Mon mari était toujours armé, moi j'avais toujours du matériel, soit de l'argent, des timbres de ravitaillement, des armes aussi que je devais. Quand il y avait une action, c'était les femmes qui transportaient ça dans des caisses de violon. Pour ça se remarque. Des caisses de violon. De violon, oui, de guitare. Vous savez, une jeune femme qui passe habillée un peu élégamment dans une petite avec une boîte de violon, ça se remarque moins qu'un homme, par exemple, qui traîne une caisse ou une serviette. À ce moment-là, il faisait des rafles de plus en plus. Oui. Il ramassait les belles, je crois, les travailler, il fermait des rues. Alors, nous étions obligés de nous séparer. Alors, à ce moment-là, on est allé simplement, vous savez, on nous avait donné des adresses, des Belges qui étaient sympathisants, c'est-à-dire qui étaient contre les Allemands. Vous avez souvent déménagé d'une place à l'autre? Oui, on a souvent déménagé, très souvent. Nous avons, je crois, déménagé 4, oui, dans des logements 4-5 fois. Ah, nous étions obligés de changer parce que quelquefois nous recevions même des lettres anonymes, ce qui était le cas parce que j'habitais avec mon mari, je ne sais pas si vous connaissez Bruxelles, près du bois, et on a reçu un beau jour une lettre anonyme que la maison est surveillée par des Allemands et qu'on sait qu'il y a des Juifs qui se cachent là, alors que nous ne savions pas qu'il y avait des Juifs qui se cachaient là. Nous savions seulement... Non, ce n'était pas sur nous. Oui. Nous étions là comme partisans, nous travaillions. Jeune couple, on partait le matin, on ne savait pas exactement nos occupations, mais il y avait effectivement des Juifs et qu'il fallait absolument que nous partions. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qui nous a écrit cette lettre. Et effectivement, il y avait des Juifs. Mon mari est monté. Il se doutait qu'il y avait des Juifs qui habitaient au-dessus parce qu'il les a vus et puis on les a reconnus. Il a dit, écoutez, la maison est surveillée. Si vous voulez rester, partez tout de suite. Laissez tout ce que vous avez et partez.
Je ne sais pas s'il l'a Ils n'ont fait, pas je écouté. crois qu'il n'a pas écouté, il ne voulait pas croire mon mari, il a dit comment, il dit on va nous prendre, mais j'ai des faux papiers. Non, il n'a pas dit de faux monsieur, papiers. Je peux parler? Oui, Il a nié. il a dit je ne suis pas juif. Moi, je lui dis, je sais que vous êtes juif parce que je vous connais. Et je suis dans le même cas. Seulement, moi, je prends les valises, je pars tout de suite. Parce qu'il y a une lettre anonyme, et la voilà. Parce que c'est moi qui l'ai sortie de là. Alors, et je me rappelle encore parce qu'on venait dans une bibliothèque chez Madame Lisette, où ce monsieur venait et lui disait « Bonjour monsieur, je ne me rappelle pas exactement c'est son nom. » Alors je lui disais « Vous vous appelez comme ça et comme ça et comme ça. » Alors il a un peu réagi, mais il a dit non, moi je m'appelle Van Holland, quelque chose comme ça. Il avait des faux papiers. Et j'ai dit écoutez, à moi vous ne devez pas dire ça parce que je vois que c'est une fausse carte d'identité, partez. Et ils ne voulaient pas écouter. Nous sommes partis le même soir et ils se sont malheureusement fait enlever. J'ai su par après. Oui, le même soir, les Allemands sont venus. Ont peur que et nous ne savons pas jusqu'à présent qui a envoyé cette lettre. Nous ne savons pas et nous ne savons pas ce que ces gens sont devenus. Alors, les contacts entre les différentes personnes, c'est-à-dire vous connaissiez votre mari, mais vous n'étiez pas dans le même détachement. Non, on ne pouvait pas. Mais vous avez dit chaque fois il y avait 3 personnes donc, qui se connaissaient, plus un courrier qui leur était attaché. Alors, au fond, chaque fois ce groupe-là agissait indépendamment, sans savoir ce que les autres faisaient. Non. Le travail était coordonné. Oui. S'il y avait un détachement, s'il y avait un responsable d'un groupe, c'est-à-dire un détachement avec une indépendante, avec une femme, avec une courrière, il n'avait pas le droit de faire des actions seul. Il recevait un ordre de ses supérieurs à exécuter. Il n'y avait pas de discussion. Il fallait exécuter l'ordre. Est-ce qu'il y avait des actions auxquelles participait plus qu'un détachement? Oui. Il y avait plusieurs actions, par exemple, faire sauter des trains. Alors nous étions 3 ou 4 détachements. Et on a fait une très grande action à Tirlemont, qui est écrite par Valligand, qui ne mentionne même pas que c'était rien que de... Non, il y en avait 2 Belges. Il y avait Henri Bailly, Hector était... Oui, c'était ces 2 Belges-là. Et le reste, c'était rien que des Juifs. Rien que des Juifs. Il y en avait même un qui est venu encore me rendre visite ces derniers temps avec une très belle voiture, je dois dire. Il est toujours en vie, enfin c'est comme ça, qui est entre autres, c'est un euro. C'est un euro, cet homme-là, seulement il n'aime pas de parler de lui, il se trouve en Belgique. C'est vraiment un juif. Un héros. Celui-là, c'est vrai. Il a fait un travail extraordinaire. Pas un travail, mais de quel danger il sortait. Aussi dans le PA avec vous. Avec moi, oui. Et nous avons fait... Oui, non, je ne peux pas. Non, il est en Belgique. Non. Pour en revenir, je voudrais vous demander encore au sujet de différents types d'actions que le corps mobile, auxquelles le corps mobile a pris part. Quel caractère d'action, quel genre d'action? Eh bien, le corps mobile, je dois revenir de nouveau à ceux qui ont travaillé c'est-à-dire, oui, pour les Allemands, c'est-à-dire, ils faisaient toutes sortes d'actions. Ils détruisaient des usines, ils détruisaient des machines pour qu'on ne puisse pas continuer à travailler pour les Allemands. Par le feu ou par l'explosion, par la dynamite. Tous ceux qui ont travaillé pour les Allemands on détruisait leurs petites usines. Ça, c'était le travail des groupes mobiles. On faisait des actions... Vous savez à peu près combien il y en a eu? Je vous dans demande pas des groupes mobiles des hommes, le nombre? Non, le nombre d'actions de ce genre. Il y en avait beaucoup. Ce que moi, je me rappelle, alors il y a eu une action à Schaerbeek,
Il y a eu Le nombre, on te demande le nombre. Le nombre. Oh, je sais qu'on a fait beaucoup. Je ne me rappelle pas. On faisait tout le temps des actions. On faisait tout le temps des actions parce que si le mouvement de partisans était fini en 1944 lorsque les Anglais ont débarqué, alors pendant les 2 ans, on faisait tous les jours des actions. Tous les jours. Tous les jours presque on faisait des actions. On était mobilisés, on faisait tous les jours presque des actions. Soi-disant, vous voyez une vitrine antisémite où on démontrait les juifs avec leurs longs nez et des dollars et tout ça qu'on vend les autres. Alors on mettait des chélites là-dedans, on faisait tout brûler. C'était Des trains de munitions. Très de munitions qu'on faisait sauter. C'était un travail journellement. Albin qui était arrêté. Il faut aussi dire oui, ça. Mais on aussi, a fait sortir de l'hôpital. Oui, c'est une action. Aussi. De quoi? Albin avait été arrêté aussi à une action avec un tas d'autres camarades juifs. C'est très important. Non, pardon, c'était pas. C'était un traître juif qui dénonçait les juifs. Et Albin et Leibke Rabinovich et Charles, justement, c'était à 3 qui allaient, enfin on dit descendre. Ils ont essayé de descendre. Et ça reste comme ça, qu'ils ont essayé de descendre. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils l'ont blessé. Ils l'ont blessé. Et en s'enfuyant, je crois. Non, ils l'ont blessé, mais il fallait l'achever. Alors le lendemain, ils sont allés pour l'achever. Ils sont rentrés dans la petite salle là où il était. À l'hôpital. Ils ont commencé à discuter. Au lieu de faire le travail tout de suite, ils ont commencé à discuter. Alors, à un moment donné, je ne sais pas qui voulait tirer. Il a tiré, et il y avait justement des rexistes en face dans un café. Ils ont entendu qu'on tire, ils sont sortis, ils ont vu Leibke Albin qui sort, qui court de l'hôpital, ils ont commencé à tirer sur eux. Ils les ont arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés. Pas encore. Alors, Albin a reçu une balle dans l'épaule, Leibke a reçu une balle dans la gauche, et après 4 heures, il est mort. Et Charles, c'est justement ce Charles, je ne sais pas par quel miracle. Il s'est évadé. En tirant, il tirait et il s'est enfui. Et c'est par lui qu'on savait de ça. C'était un contact. Et alors après, il fallait savoir où Albin se trouve. Albin se trouvait juste à l'hôpital. Dans le même hôpital, ils l'ont pris. C'était à Etterbeek. À Saint-Gilles, je ne me rappelle pas. Et alors on a fait une action, une très grande action. Une très grande action pour le sauver. Et c'était tous des juifs, rien que le chauffeur était belge, Hector. Sans doute que nous n'avions pas beaucoup de chauffeurs juifs alors, dans notre compagnie. Parce que chaque fois, le chauffeur, c'était un belge. Hector, c'était un belge. Et alors, comment on a fait cette action? Émile est allé avec Sarah. Elle boitait. Non, lui boitait, soi-disant qu'il a eu un accident de voiture. Elle a sonné, elle a dit qu'elle l'a blessé avec. Au moment où le bonhomme a ouvert la porte, il y a encore des hommes qui sont rentrés. À l'intérieur, ils ont dû immobiliser tout le monde. Il y a tout de suite un qui s'était mis à la porte pour faire rentrer encore des autres. Ils ont immobilisé tout l'étage là où Albin était. Et on l'a sorti en chemise de nuit dans la voiture. Et où est la voiture est partie? Il y avait seulement seulement Albin qui est là. Seulement Albin. On a sorti seulement Albin de l'hôpital. Oui, c'est comme ça qu'on l'a sauvé. Et c'était un grand groupe environ de 25 hommes qui étaient stationnés de tout le coin. Chacun avait sa tâche à accomplir au cas où l'action ne réussit pas. Ça, c'était cette action-là, que je me rappelle très bien. Vous voulez appeler la date? La date? C'était en 1943. Je crois que c'était en 1943. Je veux retourner en arrière maintenant et demander ce que vous savez au sujet de l'essai qu'on a fait de brûler les fiches que le bureau du Judenrat préparait pour les Allemands. De ça, j'ai entendu parler,
mais je ne sais pas donner de renseignements. J'ai entendu parler qu'il y a une action comme ça, qu'on a brûlé les fiches, qui était destinée à envoyer chez les Juifs qui doivent se présenter. Je sais que c'était des partisans qui ont fait, mais exactement donner des précisions, je ne saurais pas. Mais je t'interromps. Je sais qu'il y avait des partisans qui savaient quelle famille allait être déportée, qui avaient reçu leur feuille de déportation, c'est-à-dire soi-disant pour aller travailler, et que ces partisans sont allés chez ces familles sonner, ils leur ont dit de ne pas se présenter, de se cacher, de partir. Ça, je sais, et qu'il y a des familles... Ça, c'est une autre sorte d'action. Non, c'est pas ça. Mais je parle de l'attentat sur le bureau du Judenrat. Parce que je crois, ce que toi te dis maintenant, ce n'était pas les groupements partisans qui allaient sonner dans les maisons qui ne font pas se présenter. Il y a encore un groupement, je ne sais pas exactement. Je vais être très prudent avec ça. Ou bien c'était les Maccabis, un groupement juif, qui allait prévenir de ne pas se présenter. Je ne crois pas que c'était des partisans. Je ne crois pas qu'on allait sonner dans les portes. Je sais qu'il y avait encore un groupement qui commençait à travailler, de jeunes juifs. Je ne sais pas de quelle tendance c'était. Il y avait des communistes aussi. Il y avait des communistes aussi. Mais on disait que ce sont des jeunes... c'était peut-être des jeunes gens qui travaillaient au Judenrat, qui ont vu que c'était injuste de faire ce travail, et qu'ils ont allé prévenir, parce que c'était qu'ils avaient les... Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont présentés, ils sont allés volontairement. Ils ne croyaient pas ce qu'on allait faire avec eux. Je sais que les Allemands ont employé des jeunes juifs pour distribuer les ordres. Le CDJ, je ne sais pas combien vous étiez au courant des activités du CDJ. Ils ont aussi essayé un peu les coalitions de faire la propagande. Oui, il me semble, oui. Mais au sujet de l'attentat sur le bureau du Judenrat, ça vous... Je ne sais pas. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas. Alors, vous avez parlé maintenant de fabriques et de chemins de fer, et vous avez mentionné que vous avez été envoyé dans différentes parties du pays, jusqu'à Verviers. À Verviers, à Liège. Et alors, je me rappelle une action très bien, c'est l'action de Tirlemont. Je crois que avec tous ceux qui vous allez parler parlera de cette action-là. Nous avons mobilisé, c'est-à-dire l'état-major a mobilisé les meilleurs hommes qu'on avait dans le groupe mobile. On ne savait pas, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas ce qu'on va faire. Il y avait environ une trentaine d'hommes, bien armés, avec beaucoup de voitures. Et comme je vous ai dit, les chauffeurs c'était des Belges, mais ceux qui devaient faire le travail, c'était tous des Juifs, soit des Juifs de Hongrie, de la Pologne, de Russie, tout, mais c'était tous des Juifs. Un instant, quand vous parlez des Juifs de Russie, de Pologne, etc., est-ce qu'ils formaient des détachements séparés? Non, des ils ne formaient pas de détachements séparés, mais on savait parce qu'on rigolait même encore, parce que les Juifs hongrois parlent le yiddish tout à fait autrement, et les Juifs russes parlent le litvish, d'ailleurs un très beau yiddish que j'aime beaucoup. Oui. Et les Juifs polonais parlent un autre yiddish, alors c'est comme ça, par leur accent, on savait de quel pays ils viennent. Je demande une question qui ne rapporte pas l'histoire, on en reviendra tout de suite. Sur quelle base est-ce que vous formiez un détachement? Est-ce que c'était aussi une connaissance d'avant, ou bien c'était simplement le choix du responsable qui prenait ces deux hommes-là pour travailler avec lui? Je crois qu'on se basait sur une base de connaissances de celui-là qu'on devait prendre. Comme je vous ai déjà dit au commencement, tous ceux qui devaient faire des actions difficiles devaient déjà être passés par toutes sortes d'autres actions. Évidemment que oui, parce que chacun s'était trié, c'était des actions qui étaient triées, on ne prenait pas n'importe qui. Oui.
Bon, alors on en revient à l'histoire de Tirlemont. Alors, je ne savais pas que ça devait être une action pour Tirlemont. Je sais simplement qu'il y a le frère de Alex Lipschitz qui était en contact avec des médecins qui se trouvaient à Tirlemont et qui lui avait dit qu'il y avait beaucoup de blessés juifs qui se trouvent à Tirlemont, des blessés, c'est-à-dire des juifs qui étaient déportés vers Malines. Et de Malines, ils devaient être déportés vers Auschwitz. Et alors, il y avait une action il y avait une action où le groupe mobile a fait, qu'ils ont mis dans le train, ils ont mis toutes sortes d'outils pour que les Juifs puissent ouvrir les portes, pour pouvoir se sauver. Alors, lorsque le train roulait, il approchait de Tirlemont, et d'après moi, je m'imagine ça devait être la nuit. Alors les courageux, les plus courageux ont essayé leur chance. Ils ont brisé les portes et ils ont sauté le train. Mais puisque chaque train était accompagné des Allemands armés, les Allemands ont tiré sur tous ces Juifs qui ont sauté le train. Et ils sont tombés au long de la route, longueur de la route, où les Allemands les ont ramassés, blessés, et ils les ont mis dans cet hôpital. Ou les Allemands les ont ramassés, ou les autres, je ne sais pas, mais je crois plutôt que c'est les Allemands qui les ont ramassés. Ils les ont mis dans cet hôpital de Tirlemont. Et ils étaient opérés. On a enlevé à certaines jambes, à un autre on a enlevé un bras. Et le frère de ce Alex Lipschitz, je ne me rappelle pas comment il s'appelait, il avait un nom, non, il n'appartenait pas encore aux partisans, son frère à ce moment-là. Georges. C'est après qu'il est rentré, c'est pas Georges. Zounia. Jura. Jura, oui, Jura. Il n'était pas encore fait partie des partisans. Après. Alors, lui, il était en contact, puisqu'il étudiait la médecine, lui. Alors, je ne sais pas s'il travaillait dans cet hôpital, je ne sais pas comment, mais il était en contact avec des médecins. Et c'est le médecin qui lui ont dit qu'il y a des blessés juifs là. Et lui s'était mis en contact, je ne sais pas avec qui. Et alors, l'état-major a décidé de sauver. Je tiens à préciser que c'était des Juifs. Il y en avait une par coïncidence que je connaissais, une de Charleroi qui était une élève à moi, qui faisait partie de l'orchestre, c'était Dina Sadowska. Et quand je suis arrivé, elle a ouvert les yeux, elle ne comprenait pas. Son instituteur de musique qui se présente avec une arme dans un hôpital, elle était un peu estomaquée. C'est Dina Sadowska, nous la connaissions parce qu'elle travaillait au mouvement aussi pour les partisans. Mais il y en avait énormément des autres qui ne travaillaient pas pour le mouvement partisan. Et on ne faisait pas de différence, on allait sauver tout le monde. Et ça s'est présenté. Elle était une des blessées. Elle était une des blessées, elle avait un bras amputé. Ah. Nous sommes arrivés à cette action. Cette action devait se dérouler à 6h30 du soir. Nous sommes partis un peu trop tôt. Nous sommes arrivés à 5h30. Et puisque nous sommes arrivés à 5h30, je dois encore revenir, c'est un peu en désordre cette histoire, ce que je raconte maintenant. Mais on va tout de suite faire de l'ordre là-dedans. Tout d'abord comme ça. Notre groupe qui devait partir de Volary-Saint-Pierre vers Tirlemont devait être masqué. Alors nous avons téléphoné à la Croix-Rouge. Et nous avons donné avenue de Tervuren à un numéro qui n'existait pas. Et nous avons dit qu'il y a
un blessé très grave et qu'il faut qu'on demande qu'on vienne le chercher. Alors la Croix-Rouge est venue et au moment où elle cherchait le numéro, puisque ce numéro n'existait pas, c'était une femme qui conduisait, une petite camionnette de la Croix-Rouge. Au moment où elle cherchait le numéro de la rue, il y a deux hommes qui ont approché avec leurs armes et ils ont dit d'arrêter. Alors elle a arrêté, ils lui ont dit tout de suite de se soumettre. Et il y a un qui a pris le volant, elle était assise à côté, et elle est arrivée au rendez-vous central avec tout le monde. Et puisqu'on avait déjà une voiture pour masquer notre cortège de voitures, la Croix-Rouge roulait devant et toutes les autres voitures derrière. Avec des mitraillettes, des grenades, bien armés, et je me rappelle, on croisait des Allemands qui ne s'imaginaient pas, ils croyaient peut-être que la Croix-Rouge, je ne sais pas ce qu'ils croyaient, mais il y avait beaucoup de voitures et cette voiture de la Croix-Rouge avec le drapeau de la Croix-Rouge masquait tous ces cortèges de voitures dans lesquels se trouvaient des partisans juifs. Et les chauffeurs qui étaient conduits, c'est-à-dire tous les chauffeurs, c'était des Belges. Combien de voitures il y avait? Il y avait environ 4 ou 5 voitures et la voiture de la Croix-Rouge. C'est-à-dire de grosses voitures. Il y en avait. Ce n'était pas de petites voitures. De grosses voitures, on pouvait se permettre, puisqu'on pouvait prendre n'importe quelle voiture. On réquisitionnait une voiture et on est parti. Et alors, on est arrivé à... L'action devait se rouler à 6h30. On est arrivé un peu trop tôt, c'est-à-dire on est arrivé 1 heure trop tôt. Nous avons fait le stationnement dans un bois. Pour masquer notre présence, alors on commençait à chipoter dans le moteur, on ouvrait le capot, on regardait, mais quand même les gens du village, ça leur semblait drôle comme ça. Ils voyaient des hommes qui sortent de bouteilles, qui ont bois, ils ne comprenaient pas. Et alors on avait peur qu'on va tomber à cause de ça. Alors je me rappelle, moi je suis rentré dans une voiture avec Émile, Charles, et on a fait le tour de l'hôpital, on a vu comment la situation se présente. Et les autres ont décidé qu'on va attaquer plus tôt. Qui a décidé? Je crois que c'était Henri Bailly. C'était un Belge là-dedans aussi. Lui, il était dans cette action-là. Oui, c'était un Belge qui était dans cette action-là. Des chauffeurs belges et un Belge, et le reste c'était... Henri Bailly était sûrement là, je me rappelle. Et lui était le responsable pour décider? Je ne me rappelle pas s'il était le responsable, je ne sais pas qui a décidé, mais on avait décidé d'attaquer plus tôt. Et c'est ça qui était peut-être notre chance, et la mienne aussi, que je peux encore parler maintenant, qu'on est sorti en vie, parce que cette action était trahie. Je crois que vous êtes au courant de ça. Je vous parle, mais je sais que vous le savez. Cette action était trahie, mais nous ne le savions pas. Mais cette action était trahie parce qu'ils savaient que cette action devait se dérouler à 6h30 et nous avons commencé les frappes à environ 6h moins quart. Nous avons sorti tous les blessés dans les voitures. Et je sais que je me rappelle bien, moi j'étais dans la première voiture avec Henri Bailly, Charles était derrière, et un Hongrois aussi, c'est-à-dire dans notre voiture, il y avait 2 Juifs, il y avait 3 Juifs et 2 Belges. Il y avait le Rouquin, Marcel, il y avait moi, non, on était à 4. Il y avait le Hongrois, il y avait le Rouquin, il y avait moi et il y avait Charles. On était assis types dans cette voiture, donc moi j'étais assis devant, on était devant, 2 et 4 derrière. Donc Henri était derrière, Henri, ce Belge-là. Et au moment où on commençait à démarrer avec les blessés, on voyait que la gendarmerie allemande arrive. Non, pas encore.
Parce que lorsqu'on allait sortir, on est venu nous prévenir de se dépêcher parce qu'on a remarqué un curé qui a téléphoné. Et chaque téléphone qu'on voyait était suspect. Et on ne savait pas. Je ne sais pas dire s'il a téléphoné aux Allemands de venir contrôler ce qui se passe ici. Je ne suis pas certain. Mais de toute façon, je ne sais pas d'où les Allemands se sont amenés justement plus tôt, parce qu'ils étaient avisés que ça doit être à 6h30 et ils sont arrivés justement où on allait partir avec les blessés. Donc, la supposition était juste que le curé a téléphoné chez les Allemands. Alors, au moment où on voyait les Allemands arriver, on commençait, il n'y avait aucun ordre donné, mais chacun qui avait l'arme commençait à tirer sur les Allemands. Les Allemands n'ont pas tiré sur nous, ils ont tiré dans les pneus au commencement pour nous faire arrêter. Mais puisqu'on roulait, ils ont commencé à tirer dans la voiture. Et les balles passaient entre nous. Et quand on est déjà sorti de ce danger, on rigolait. On disait, nous, halt panachtes die Kanutzen na lechtel. Auf Jiddisch, halt panachtes die Kanutzen na lechtel. Mais ce n'était pas vrai puisqu'on n'est pas encore sorti vivant, parce que les Allemands nous poursuivaient. Notre voiture était tellement criblée de balles qu'on devait la laisser à Tir-le-Mont et on devait se retirer avec les armes en main. Dans la rue, c'était vraiment un combat de rue avec les Allemands. Nous étions 6 et ils étaient beaucoup, beaucoup plus armés que nous. Et ils nous ont poursuivis et alors nous sommes arrivés dans un village et on s'est retiré vers le bois. C'était déjà le soir. Alors vers le bois, le Belge est venu et il a dit, je ne peux pas dire qu'il a dit ça avec une intention. Il a dit, toi et toi et toi, tu vas aller avec lui et lui là, et moi je reste avec chose. Il a comme ça trié que lui il est resté avec les Belges et nous les Juifs on devait rester aussi à part. Et je ne peux pas dire que c'était par une mauvaise intention, c'était peut-être, je ne sais pas, avec des choses comme ça, il faut toujours être prudent, parce que c'était un bon type, et ça ne m'est pas rentré dans la tête. Pourquoi justement qui fait ça? Parce que pourquoi, je mentionne justement ce moment-là. Charles qui ne savait pas parler le français. Alors, il le laissait avec un endroit qui ne savait pas parler français non plus. Alors, et moi je savais parler français, les Rouquins savaient parler le français et le flamand. Alors je dis, je ne suis pas d'accord. Il a dit, chaque groupe doit se démerder. Excusez-moi l'expression. Il n'y a rien à faire. En 3 groupes, nous devons nous partager en 3 groupes. Lui, il est resté avec Hector, moi je devais rester avec les Rouquins, et Charles devait rester avec les Hongrois. Et Charles ne savait pas le français, et les Hongrois ne savaient pas français. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu vas rester avec le Hongrois. Je dis à ce Belge, Hector va rester avec Charles, et moi je reste avec les Rouquins. Et comme ça. Et comme Dieu le voudra, on se sépare. Toi, tu vas ici, moi je vais ici, on se sépare. Et dans le bois, chacun est allé de sa part. Il a suivi vos ordres. Oui. Il a dit, tu as raison, je n'ai rien à dire, tu as raison. Et on a contrôlé nos armes, on a vu qu'on a, au cas où on devait se battre, on pourra encore se défendre, parce qu'on avait décidé qu'on ne se laissera pas prendre vivant, ce qui c'est inutile, parce que s'ils nous auraient pris, ils auraient tout de suite su que c'est nous qui ont fait cette action-là. Alors, c'était au mois de mai. C'était au mois de mai 1943 que nous avons passé la nuit dans le bois. Non, c'était avant. Parce que moi, j'étais arrêté en 1943. Au mois de... C'était en avril. C'était en avril, parce que en avril ou en mai? L'attentat du 20e convoi était le 19 avril. Ouais. Alors c'était en mai? Non, c'était avril. C'était
Non, le tirement, c'était tout de suite après la Après, tentation tout de suite. qu'on voit. Mais je crois que c'était En avril. En avril, peut-être en avril. Je sais que c'était une nuit très froide. Par hasard, c'est le 19 avril, c'est le même jour que le Meret Getoba. C'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible que c'était justement le Kavanah de faire cette action-là parce que c'est tombé de ce jour. Justement. Je ne sais pas si c'était... Peut-être, je ne sais pas. C'est très possible. Non. Ah non, ça ne pouvait pas Non, être, puisque c'était non, encore ça c'était après. tout à fait par D'accord, hasard. oui, C'est d'accord, tout à fait oui, par d'accord. hasard. Mais je Bon, me rappelle le la hasard fait coïncidence bien des les dates. choses, de toute façon. Alors, nous avons passé la nuit dans le bois. Et le lendemain, quand c'était une nuit très froide, et que j'ai attrapé, depuis ce moment-là, je souffre d'un poumon parce que je suis devenu malade, parce que j'étais toujours fragile. Alors, le lendemain, nous nous sommes levés. On était très crottés avec de la boue et j'avais de la... Alors, j'avais peur que si on nous voit, qu'on nous arrêtera. Alors, je dis à ce rouquin, tu sais, on va faire comme ça. On va se faire passer pour des smokelers. Vous savez ce que c'est, des smokelers? Des types qui fraudent, qui fraudent la nourriture. Vous savez, qui faisait le marché noir Marché noir. pendant la guerre. Et on va rentrer dans le cœur même de Bosch. Il y avait beaucoup de camps de la jeunesse hitlérienne. Je dis, nous allons rentrer là-bas, on va passer par eux. Parce que ça ne leur viendra pas à l'idée que si on rentre chez eux, que c'est justement des types qui ont fait une action, qui viennent chez eux. Alors, on a vu beaucoup de la jeunesse hitlérienne, la Hitlerjugend qui était là. On a vu des types qui venaient avec les bidons de lait, des liégeois qui venaient avec des bidons de lait, qui remplissaient leurs bidons là. Alors lui savait très bien l'allemand, le rouquin, je dis. C'était une région flamande parce que Tirlemont, on parle français, mais la plupart c'était des flamands. Alors, il a approché et il a demandé en flamand, est-ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas des gens qui vendent des œufs, de lard et tout ça? Alors, il a dit qu'il ne connaît pas. Enfin, le mot était passé, puisque si les autres lui ont demandé ce qu'on a demandé, il leur a sans doute dit qu'on cherche à acheter ce qu'on est sans doute de smokeler. Vous avez de l'argent? Non, on n'avait pas. Je me rappelle que justement, on avait très peu. On n'avait pas beaucoup d'argent. C'est Henri a donné à chacun 2 cigarettes, parce qu'il y avait un peu de cigarettes qui sont restées. Et je n'étais pas fumeur, mais je me rappelle comme cette cigarette m'a tellement goûté quand j'ai allumé cette cigarette. Alors lorsque... Bon, on a déjà passé tous ces camps-là, on n'avait pas beaucoup d'argent. On est rentré dans un café à Jodogne. Enfin, Jodogne ou Jouadogne? Jodogne. Là, je ne me rappelle pas exactement si c'était encore les flamanophiles ou c'était déjà des vallons. C'était peut-être déjà des vallons, c'était déjà pas. Mais tout ça, nous avons fait à pied, on marchait à pied tout le temps. Et alors, le bonhomme du café a remarqué quelque chose sur nos visages, malgré qu'on a demandé s'il n'a pas à vendre du jambon, que ce n'est pas juste, que nous ne sommes pas de smokelers. Et j'ai demandé, on a demandé un café, 2 cafés, et j'ai dit, monsieur, si vous voulez me faire plaisir, je sais que le tabac est rare, mais offrez-moi une cigarette. Alors, c'était sans doute un patriote belge. Il m'a donné tout un paquet de tabac. Et il ne voulait pas de l'argent pour le café. Et il m'a dit, monsieur, si vous voulez vous presser, il y a tout de suite, il y avait un petit train à vapeur qui allait de Jodogne à Louvain. Et filez vite, il a dit, rejoignez ces trucs là-bas. Le petit vapeur le petit train à vapeur, je me rappelle, on courait et on entendait cette petite chose qui arrivait. On a sauté en pleine marche sur ce petit train et nous sommes arrivés à Louvain. De Louvain, nous avons pris le tram jusqu'à Bruxelles, c'est-à-dire le lendemain, nous sommes arrivés
à Bruxelles. Évidemment, ma femme ne savait pas ce qui m'est arrivé. Elle voyait que je ne suis pas rentré. Et alors le lendemain, je suis rentré et j'ai raconté toute l'histoire. Je ne savais pas ce que les autres sont devenus. Parce que nous sommes partis le premier et j'ai vu dans l'entrovisière qu'une voiture a bloqué. Et je reviens de nouveau. Alors on voulait retourner, se battre. On voulait retourner encore pour sauver les autres, les voitures qui étaient bloquées. Mais puisque notre voiture les pneus étaient crevés, on ne savait pas continuer à rouler. On a arrêté un camion qui marchait au gazogène, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec du charbon à gaz, et qui n'avait pas de force, qui n'avait pas de puissance. Ce camion ne voulait pas avancer, on s'énervait, on était assis sur ce camion pour rejoindre, pour sauver les autres. Mais on a vu qu'en voulant sauver les autres, qu'on ne savait pas ce que ça est devenu là-bas. On n'a pas entendu de fusillade, rien du tout. Alors on a décidé de se sauver, parce qu'on voyait qu'on n'arrivera pas. Et c'est comme ça. Et alors il y avait après toutes sortes d'autres actions que moi je n'ai pas suivi les ordres de mon état-major. J'étais déjà plus d'accord alors avec mon état-major. Je dis que avant, nous juifs, nous étions enflammés, on se disait qu'il faut donner la vie, qu'il faut se défendre. Mais il fallait quand même pas donner la vie bêtement. Si les supérieurs ont mal calculé une action, pas que des hommes tombent pour ça. D'accord, tout le monde savait qu'il faut être discipliné, qu'on ne peut pas trahir, qu'il n'y a pas de discussion. Mais un homme, un être humain, c'est un être humain. Il fallait analyser certaines choses, encore une fois. Et justement, quand c'est arrivé avec mon frère, je ne voulais pas exécuter ce qu'il me disait. Je demandais d'analyser les choses encore une fois. Je dis que si je dois perdre un homme, moi je ne fais pas cette action. Est-ce que vous avez... Quelqu'un m'a raconté, je ne me rappelle plus qui, qu'à un certain moment, il y a eu une scission. Oui, il y a une scission. Est-ce que vous pourriez me donner des détails là-dessus? Je sais, la scission... Oui. C'était Gilles Neuchâtel. Il ne vit déjà plus. On avait arrêté le responsable de partisans. Qui, les Allemands avaient attrapé? Les Allemands l'avaient attrapé. Oui. Et alors Jules Neuchâtel avait reçu l'ordre de nouer contact avec un certain Belge, que je ne me rappelle pas son nom. Et puisque je crois qu'il y a beaucoup de camarades qui sont tombés par des fautes peut-être des autres ou par un mauvais calcul d'une action. Alors lui, il ne voulait pas nouer le contact avec un type qu'il ne connaissait pas. Alors on commençait à travailler rien que des juifs. C'était rien que des juifs qui travaillaient. Je crois que c'était comme ça. Que Albin était le responsable, Jules Neuchâtel était le responsable, Emile Lovenwirt
tout un tas de copains qui avaient un stage, un très grand stage, et ils étaient alors dans l'état-major. Et je crois qu'on travaillait seulement, qu'on n'avait pas de contact avec des Belges alors. Je crois, je ne suis pas certain. À partir de ce moment-là, justement, je crois que c'était comme ça. Moi, je ne savais pas qu'il y a la dissidence. Tu as été arrêté. Pardon? J'étais arrêté. Parce que mon mari était à l'époque. Je ne savais pas que la dissidence était là, j'ai appris ça après la guerre. Mais je vais revenir quand même à ça. Ce que je viens, malgré que c'est difficile à parler de toutes ces choses-là. Je ne voulais pas exécuter les ordres. Je dis que si je dois perdre un homme, et entre autres quand on voulait m'envoyer à Liège, que je suis allé à Liège, et qu'on m'avait dit, il faut finir avec celui-là, la Gestapo, même si tu dois perdre un homme, il faut que l'action soit exécutée. Je dis, je regrette beaucoup, analyser encore une fois, chercher, peut-être il y a un moyen pour que je ne dois pas perdre un homme. Qu'est-ce que ça veut dire perdre un homme? On perd comme ça facilement des hommes. Alors, ils ont, plusieurs fois, ils ont, et alors jusqu'ils ont changé d'avis. Ils ont dit que si tu verras que c'est dangereux, que c'est très grave, que ça ne vaut pas la peine, ils ont déjà mentionné un peu autrement, que ça ne vaut pas la peine de perdre un homme, ne fais pas d'action. Mais si tu vois qu'il n'y a rien à faire, mais qu'il faut que tu perds cet homme, tu dois faire cette action, alors c'est alors que j'étais d'accord. Et je suis parti avec un groupe de 3 hommes. Et le type était très prudent. Schnook, on l'appelait, c'était un qui travaillait avec les Allemands. Et que là-bas, les Belges ont déjà essayé plusieurs fois de le descendre, et qu'ils n'ont pas réussi. Alors on a enlevé, on a envoyé des groupes mobiles. 4 hommes, moi et 3 hommes. Alors, par une bêtise d'un homme à moi, qu'on n'a pas fait cette action. Pourquoi? Là, j'avais des contacts avec des Belges, où on devait nous loger et nourrir. Un de mes hommes était logé chez les Patriotes, mais il avait tellement confiance que le soir, quand il allait se coucher, il a sorti son revolver, il a demandé au propriétaire de la maison, « Monsieur, où est-ce que je peux cacher ça ?» Alors la femme a vu ça, elle a attrapé tellement peur que le type a dit qu'il ne peut pas nous garder. Et alors la courrière est venue, elle m'a raconté ça. Je dis, oh, ça c'est grave, parce que si on fait l'action, on saura alors qui l'a fait. Alors je dis, mais quand même, est-ce qu'il y a un responsable ici à Verviers, c'était à Verviers? Alors elle a dit oui. Je dis, qu'est-ce que ces responsables pensent? Faut-il faire l'action, faut-il pas faire l'action? Il a dit, il pense que si vous faites l'action et que s'il y a déjà une personne qui est au courant qu'il y a des partisans à Verviers, et alors, et s'il y a quelque chose, si par malheur un parle qu'il a été logé ici, elle parlera, elle dira qu'elle a vu qu'il était armé, et alors tout peut être très grave. Et alors on ne savait pas faire cette action parce qu'il y avait déjà trop de gens qui étaient au courant. Et après, si on aurait fait cette action, toutes les gares auraient été fermées aussi, on n'aurait même pas su se retirer. Alors, il était d'accord avec moi. Théo, il s'appelait, il a dit que... Le responsable là-bas, il a dit, je trouve que tu as agi logiquement, il ne fallait pas faire et retourner, ne faites pas cette action. Alors nous sommes retournés à Bruxelles avec les armes, et je crois que
je crois que c'est Albin qui était alors mon responsable. C'est alors que j'ai dit à Albin, écoute mon vieux, avec ma meilleure volonté, je lui ai dit ce qui est arrivé. Alors il n'a rien répondu, mais puisque j'ai pas eu un blâme après. C'est-à-dire que je su que j'ai agi avec raison. Alors, deuxième action des groupes mobiles. Il y en a énormément d'actions des groupes mobiles. Nous devons exécuter un commissaire belge qui travaillait avec des Allemands, qui entre autres, je ne sais pas, il avait du plaisir de dénoncer, surtout quand il savait quelqu'un qui est juif ou quoi, ou des partisans. Alors, il travaillait pour les Allemands. C'était Edmund Courtin, un commissaire belge de police. D'ailleurs, il a été exécuté par les Belges même après la guerre. Et on devait exécuter, on devait faire une action sur cet homme-là. Et nous sommes allés, 3 hommes aussi, exécuter cette action. Et j'ai reçu une arme que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, je connaissais l'arme, mais je ne savais pas que c'était une arme qui était cachée depuis la Première Guerre, 1914, quelque part, qui était huilée. Et lorsque j'ai tiré sur ce bonhomme, la balle est sortie avec tellement faible, avec une force si faible que la douille est tombée par terre et qu'il n'a même pas touché le bonhomme. Et la douille est restée dans la culasse, c'est que ça fait que ça n'a pas fait le recul. Et l'arme ne s'est pas rechargée. Et c'était un bonhomme qui me dépassait de 2 têtes et qui était très fort, un type qui avait à bouffer, moi j'avais pas à manger. Et je devais me battre avec lui, corps à corps. Alors la question est, j'avais une protection, aussi malheureusement d'un partisan juif, qui a attrapé la frousse. Albin sait de qui je parle. Moi je ne vais pas dire son nom. Si Albin est honnête, qu'il me le dise. Et alors, il a attrapé la frousse, il est rentré dans une maison, il a foutu le camp, il s'est enfui, il m'a laissé seul. Je devais me battre avec ce bonhomme, mais comme ce bonhomme était très surexcité et très énervé, et il croyait peut-être que j'ai une autre arme, il s'était laissé tomber par terre pour que je croie que je l'ai blessé. Alors je suis monté sur mon vélo et j'ai roulé très vite pour partir de cet endroit-là. Et celui-là qui a foutu le camp est rentré, après il me l'a dit, parce que j'ai exigé des sanctions contre lui. Alors il est rentré dans une maison en construction, il a enlevé sa salopette, parce que moi aussi j'ai porté une salopette, on était comme des ouvriers pour qu'ils ne savent pas qui c'était. Il a enlevé sa salopette et il est resté en civil et il est parti. Et moi, je devais me battre avec lui. Maintenant, comment on a fait cette action? J'étais toujours très bien habillé pendant l'occupation pour que ça n'attire pas l'attention. Alors, lorsque j'ai approché de ce bonhomme, j'avais un chapeau noir. Et j'avais le chapeau derrière, comme ça, j'avais une grande arme, et avec mon chapeau, je couvrais l'arme, pour que je sois toujours prêt. Et au moment où le bonhomme est arrivé, j'ai tiré l'arme, et j'ai tiré. Malheureusement, comme je vous ai dit, l'arme s'est enrayée, il y a eu une lutte, j'ai essayé de la recharger, mais il n'y avait rien à faire. Alors... L'autre homme avait une arme aussi. Ah, mais évidemment. Il ne vous l'a pas donnée. Il est parti. Il s'est enfui. Oui, nous sommes un peuple... Mais ça dépend de qui vous parlez de l'homme qui l'a attaqué. Non. Le commissaire, il avait une arme. Non, je parle de l'autre partisan. Oui, il est parti. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Il a pris peur. Au moment où il a vu que votre arme s'est enrayée. Oui. Au lieu de sortir l'arme et de tirer, il s'est enfui. Il m'a laissé seul. Il a attrapé peur.
Et chez nous, pour ça, c'était la peine de mort, on ne pouvait pas. Et alors, ils voulaient contrôler si moi j'étais en ordre. On a donné l'arme à un armurier pour constater si j'avais tiré ou si j'avais pas tiré. Alors, ils ont constaté que j'avais tiré, mais puisque les balles sont restées dans l'huile des années et des années, alors qu'il y avait une douille qui est restée dans la culasse, qui n'a pas fait le recul, qui ne s'est pas rechargée, et que moi j'étais en ordre. Bon, et le reste, ce qui est arrivé avec celui-là qui a foutu le camp, il y a beaucoup de témoins qui savent ce qu'il a fait après. Et maintenant, je crois que c'est un grand membre du Parti communiste. Je ne sais pas comment ils peuvent le garder. Et parce qu'il est peut-être riche et il donne beaucoup d'argent, et il se présente comme un très grand héros. Voilà, je finis avec ça. Je dis. Pour terminer, je voudrais encore vous demander votre opinion en général sur la lutte des partisans armés, avec tout ce qu'il y a d'héroïque et de saints, ceux qui sont tombés, et pour des défauts qui peut-être ne sont qu'humains, mais je voudrais avoir votre opinion sur ce qui s'est passé. Bon, tout d'abord, je reviens à la groupe mobile. Alors, Au groupe mobile. Au groupe mobile. Alors, je peux dire que nous voulions toujours être plus catholiques que les catholiques eux-mêmes. Que si on est allé à une action, on savait très bien qu'il faut qu'on la fasse. Et il y a eu des cas que s'il y avait une action difficile, très difficile à faire, on les donnait au groupement mobile, parce qu'ils savaient très bien que cette action va être faite. La pensée me révolte que nous, comme groupement juif, n'importe quel groupement juif qui ont travaillé dans le monde et qui ont combattu, qu'on les a pas mis dans aucune histoire qui est écrite dans les livres ou dans les journaux ou je ne sais pas où encore.